La Voix de l'exil, votre émission préférée, online, La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. La Voix de l'exil. Présenté par Ivaïko. La Voix de l'exil. Alors, revenons donc sur le séjour en exil. Je voudrais déjà commencer par cette première question. Êtes-vous ici en exil sous sanction? Oui. Vous avez des avoirs gelés? Je suis l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis juillet 2012, lancé par le pouvoir Ouattara. Mes avoirs sont gelés. Je suis interdit de voyager sur l'espace européen. Et vous avez la notification de tout ça? Ah non, mais vous savez, les gens ne vous notifient rien. C'est un effet d'annonce. L'Union européenne, là, ils ont fait un communiqué pour dire bon que des prétendus ministres. Et pour vérifier cela, j'ai tenté par 2 fois, juste pour vérifier, d'aller en France. On m'a refusé le visa. Voilà. Et donc, il n'y a pas de notification. On ne vous le notifie pas. Les gens, ils font leur communiqué que vous devez aller chercher pour savoir que vous êtes sous sanction. On vous sanctionne sans même vous le dire. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, frère. Vous savez, il y a de la malhonnêteté dans tout ce qui se fait. Et les gens, quand ils le font, ils ne savent pas que c'est l'honneur des gens qu'ils atteignent. Quand l'Union européenne dit qu'elle gèle mes avoirs dans l'espace Union européen, je trouve que c'est une atteinte à mon honneur. Parce que je n'ai aucun compte chez eux. Et quand ils disent ça, ceux qui ne sont pas avertis pensent que c'est parce qu'on a de l'argent là-bas, alors qu'on n'a aucun sous là-bas. Je n'ai jamais reçu même un transfert d'argent étant sur l'espace européen. Je dis que j'ai une fois reçu de l'argent étant là. Mais les gens, on gèle les avoirs. C'est malhonnête. Mais vos avoirs qui ont été gelés en Côte d'Ivoire. Voilà. En Côte d'Ivoire. Alors, revenons donc au séjour en exil. Comment ça se passe? Vous êtes sous sanction, vous êtes à Accra depuis pratiquement 2011. Comment vous survivez à cette difficulté? Est-ce que vous êtes chrétien, frère? Je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Il y a un passage de l'Évangile où le Christ dit les oiseaux ne cultivent pas, ils ne sèment pas. Mais ils mangent. Donc si Dieu fait ça aux oiseaux, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Mais c'est une réalité que nous vivons ici. Nous vivons d'aumône. Et c'est les bonnes volontés à travers le monde, sensibles à notre situation, peut-être sensibles aussi à notre combat. Et j'avoue que je suis souvent surpris de voir que des personnes avec qui je n'avais pas de rapport d'amitié ou de lien de parenté, je dis bon, après vraiment, je t'envoie 20 000 francs, je t'envoie 50 000 francs. C'est comme ça que nous vivons ici de façon générale. Voilà, frère, comment nous vivons. Nous vivons grâce aux personnes qui nous suivent et qui nous aident. Donc c'est difficile. Ah oui, c'est difficile. J'insiste là-dessus parce que beaucoup d'Ivoiriens disent à haute voix que vous jouissez ici d'un exil doré. Oui, bon. Vous savez, il faut se connaître les réalités. Un de vos confrères qui était passé ici il y a quelque temps et qui a écrit dans un de ses papiers, et c'est par la suite qu'il est venu que je l'ai reçu ici, a écrit ici au Ghana, le gouvernement ghanéen
nous allouait à chacun 1 million de francs CFA par mois. Et quand il est arrivé ici, il a dit, frère, tu as écrit ça, tu en as les preuves. Il dit non, il pensait que. J'ai dit non, tu es un journaliste et tu as écrit. Tu ne veux pas dire je pensais que. Et tu as même donné un montant. Oui, bon, vraiment, comme lui aussi, il a été en exil dans un pays européen avant, et que là-bas, on leur donnait un pécule, il a pensé que c'était bon. Il ne faut pas écrire ça. Donc, frère, tu es venu ici, fais le tour, et tu verras si les gens ici vivent un exil. Nous vivons. En tout cas, moi je parle, quand les gens le disent, je pense qu'ils parlent des cadres. On dit pro-babo. Parce que je ne pense pas que vous avez vu les conditions de vie des autres Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés. On va y arriver. Donc nous, les cadres qui sommes ici, c'est vrai que nous ne sommes pas, on ne vit pas dans les camps de réfugiés. On a pu, tant bien que mal, se trouver des logements en ville. Que grâce, comme je dis toujours, aux bonnes volontés, qu'on arrive à payer. D'accord. Mais nous ne roulons pas sur de l'or ici. Merci. Bien au Alors, contraire. on va toucher. Moi, je suis là depuis 2011 que je suis ici. Je prends ici les trottoirs. C'est-à-dire, pour parler Baka, comme les gens d'Abidjan, je me déplace en Baka. Voilà, je n'ai pas de voiture. Et c'est récemment qu'un de nos frères qui était ici, qui rentrait en Côte d'Ivoire, est venu garer sa voiture chez moi. Il m'a dit, bon, il s'en va, quand il aura le temps, il va venir. Donc, en attendant, il m'a dit, bon, tu peux venir déjà, en attendant. Mais de 2011 jusqu'à 2015, là, je prends les batailles ici. Et quel effet ceci a sur votre morale? Aucun. Aucun. Aujourd'hui réduit à non. Cause des batailles. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est l'éducation que nous avons reçue. En nous engageant en politique, ce n'était pas parce que on voulait s'enrichir. En tout cas, en ce qui me concerne. Je suis venu en politique pour des idées. Et écoutez, je suis rentré au FPI en 1984. Et en 1984, personne d'entre nous qui étions dans ce parti en clandestinité, qui faisions des réunions, on s'est caché pour personne d'entre nous n'a pensé qu'en 2000 on serait au pouvoir. Nous, on voulait semer une graine. D'abord la graine de la démocratie, la graine de la liberté d'expression, la graine de la liberté tout court dans le pays. Oui, c'est ça, la liberté. Et on se dit, même si nous on ne réussit pas, on va transmettre à des cadets. Nous tous, le président on n'envisageait pas à cette époque-là qu'en 2000, Bako serait président. Donc, ce n'est pas ça qui nous a guidés en politique. Ce qui nous a guidés, c'était que le peuple ivoirien soit libre et qu'il maîtrise son destin lui-même et que son destin ne soit pas décidé ailleurs. C'est ça qui nous a menés à la politique. Donc les difficultés que vous vivez non, ici au quotidien. en tout cas, moi, j'y suis préparé. J'y suis préparé. Je disais aussi à quelqu'un récemment que peut-être même c'est ça qui nous permet de résister ici. Parce que, bon, vous venez chez moi, vous verrez que je continue de manger mon riz. De temps en temps, je mange mon plébar. Donc, je n'ai pas changé de train de vie. Ni avant d'être ministre, ni après d'être ministre. Donc, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Je mène toujours le même train de vie. C'est vrai que quand j'étais député et puis ensuite ministre, bon, les conditions s'étaient nettement améliorées. Bon, j'avais une voiture de service, j'avais chauffeur. Aujourd'hui, mais ça ne me gêne pas du tout.
au Ghana ici. Alors, quand De vous prendre, dites que et ce souvent, n'est hein, pas jeune je femme, suis dans les batailles ici, les trottoirs, et puis il y a des jeunes Ivoiriens. Je dis, je dis pardon. Je dis grand frère, on va avancer. Voilà. alors, quand vous dites que ça ne vous gêne pas du tout, c'est bien. Aujourd'hui, vous êtes en exil depuis presque 5 ans. Oui. M. Alassane Dramane Ouattara vient d'être, d'après lui, réélu. Oui. En tant que président. Donc, êtes-vous prêt à rester en exil pendant Nelson Mandela en Afrique 27 En prison. En prison. Oui. Beaucoup de ses amis aussi ont été en exil pendant tout ce temps. Est-ce que vous êtes prêt à faire 17 ans, 25 ans en exil ici? Frère, je vais vous dire une chose. Malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vit ici de façon presque tranquille. Mais on n'est pas tranquille. Parce que nous, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre pays. On veut y aller et y vivre. Moi qui vous parle, personnellement, je suis né au village. J'ai grandi au village. Et depuis que je suis né, j'ai dépassé 60 ans aujourd'hui. Mais depuis que je vis, c'est la première fois dans ma vie que je vais passer plus d'1 an sans être allé dans mon village. Le village, là, il n'y a rien là-bas. Hein. Mais quand j'étais au village, si je ne suis pas allé au village, je sens que quelque chose en moi n'est pas complet. Et ça fait 5 ans. Et je suis loin de la Côte d'Ivoire et loin du village qui m'a vu naître et auquel je dis. Donc ça là, ça nous fait. Donc on n'a pas envie de rester encore en exil 5 ans de plus ou 10 ans. Mais ayant dit cela, ça ne veut pas dire que nous voulons rentrer. Parce que les conditions qui nous ont fait prendre le chemin de l'exil existent encore en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire-là dont moi j'ai rêvé. Donc tant que la Côte d'Ivoire restera telle qu'elle est avec Ouattara, moi je ne suis pas prêt à y vivre. Et ici, nous avons eu des entretiens entre nous. Donc certains camarades ont décidé de repartir. On a expliqué ça, certains ont dit non, ça va. Ceux qui sont rentrés, vous avez 2 attitudes. Vous rentrez, vous vous mettez à la disposition de Ouattara, c'est-à-dire du système Ouattara, vous êtes tranquille. Ou bien vous rentrez et vous voulez faire la politique selon vos convictions. On vous met en prison. L'État, Assoadou, Hubert Oulay, qui sont rentrés, qui ont pensé qu'on pouvait croire Ouattara sur parole. Quand il dit j'étends la main, non, les gens, les réfugiés, ils doivent rentrer. Ils sont rentrés, ils sont en prison. Et ils sont bloqués. Or, nous, on n'a pas envie que notre combat soit bloqué. Voilà. Donc, parce que c'est vrai, il y a des héros morts, mais c'est mieux d'avoir des héros vivants. Et donc, il faut que nous soyons là où nous sommes pour continuer le combat. D'accord. On va poursuivre notre échange pour parler des difficultés de nos frères qui sont sur les camps. Est-ce que vous avez visité les camps? Oui. Disons que depuis que je suis là, je suis allé, pas très souvent, mais je suis allé dans les camps. J'ai été 2 fois dans le camp d'Amplin et 3 fois dans le camp d'Edjifrom qui est non loin de Kébous. Je ne suis pas encore allé dans le camp de Pétenta qui est plus éloigné, qui est du côté de la frontière est de la Côte d'Ivoire, vers Vodou. J'y suis allé 1 fois, mais je ne suis pas rentré dans le camp parce que je n'avais pas les autorisations pour rentrer dans le camp. Donc j'ai eu l'occasion de recevoir
certains habitants du camp, mais à l'extérieur du camp. Dans le camp même, je ne suis pas encore allé. Nous nous organisons pour y aller. Quelles sont les réalités des citoyens sur le camp, comment ils sont logés, comment ils se nourrissent, qu'est-ce que vous avez pu observer? Frère, si je pouvais vous demander de vous y rendre vous-même, votre témoignage serait encore plus éloquent que le mien. Mais c'est pourquoi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Dans les camps, les gens, des Ivoiriens, qui ne sont pas de va-et-pied. Parce que les gens pensent que les Ivoiriens qui sont dans les camps là, c'est ceux qui n'avaient rien à faire en Côte d'Ivoire, mais c'est pas vrai. Vous avez des cadres, des gens haut placés. Vous avez notre camarade Déby Dali, journaliste, qui a été directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui a été secrétaire général du SINEFO, le syndicat national de l'information, qui a été président du conseil national de la presse. C'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Il vit dans cette famille réfugiée. Il y a l'ancien maire FPI d'Alépé qui vit dans un camp d'Alépé. C'est pour dire ceux qui sont les plus connus. Mais il y a des gens là-bas qui sont des gens qui ont été des cadres dans des entreprises privées, qui sont dans les camps. Donc, et qui vivent sous des tentes, dans la chaleur. Donc aujourd'hui, les autorités ghanéennes et le HCR des concerts sont progressivement en train de remplacer les tentes par des constructions. Mais même ça, vous avez une petite piole où il y a 2 chambres séparées par un couloir. Et comme les Ivoiriens ont beaucoup d'humour, et vous disent, on a 2 chambres couloirs. C'est comme ça ils disent dans les camps. Voilà, 2 chambres couloirs. Au lieu de 2 chambres salon, 2 chambres couloirs. Et dans chacune des chambres, c'est une famille. C'est-à-dire que ce n'est pas que les 2 chambres là, c'est pour une seule. Non, non. Vous voyez, et les gens vivent dans ces conditions. Très difficiles. Ils ont des problèmes Au niveau de la santé. Et le nombre de décès qu'on a enregistré est élevé dans les camps. De santé. Il y a le problème de la scolarité des enfants. Parce que c'est des familles entières qui sont venues ici. Et les enfants ont des difficultés. Au début, ils ont tenté d'organiser l'école dans les camps. Mais il y avait des difficultés d'adaptation avec le système. Comment ils vont passer les examens? Bon, aujourd'hui, avec le HCR, on bascule progressivement dans le système ghanéen. Voilà, c'est-à-dire que les enfants vont à l'école comme tous les autres enfants ghanéens. Ils vont à un village, ils vont à l'école là. Ils vont au collège là. Bon, mais il y a la langue, tout ça. Vous voyez toutes ces difficultés. Et puis demain, quand ils vont répartir l'équivalence des diplômes, parce que le diplôme qu'il a obtenu au Ghana, qu'il arrive en Côte d'Ivoire, comment il va s'adapter? Tout ça, c'est des problèmes qu'on vit et qu'il va falloir gérer. Et ceux qui sont des étudiants, eux encore c'est plus grave. Parce qu'ils ont des difficultés pour poursuivre les études dans des universités ici. Ils ont beaucoup abandonné. Il y a aussi le problème avec le HCR. De quoi il s'agit? Bon, disons que les HCR aujourd'hui estiment que ils n'ont pas d'argent pour continuer à entretenir les réfugiés ivoiriens. Donc depuis le mois de septembre, ils ont arrêté de leur donner des vivres. Et c'est ça. Et alors que eux-mêmes, vous voyez, c'est vraiment le paradoxe que nous vivons, nous les Ivoiriens, dans le monde. Le HCR, à plusieurs reprises, a organisé des missions qu'ils appellent Go and See.
aller voir. Ils prennent des réfugiés avec des autorités du Ghana Refugee Board, plus le HCR. Et ils vont en Côte d'Ivoire avec eux pour voir si les conditions sécuritaires, entre autres, sont réunies pour que les gens... Les rapports qui viennent disent que c'est miette. Mais ils disent quand même que bon, ils pensent que la situation est normalisée en Côte d'Ivoire. Donc ils ne vous considèrent pas, les Ivoiriens ici comme étant des réfugiés? Non, pour le moment on a le statut de réfugié, ils ne nous l'ont pas enlevé. Mais ils estiment que normalement on n'avait plus de raison d'être ici. Vous voyez. Alors que les missions GoNC ont démontré que la situation ne se prêtait pas au retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des chiffres de quelques réfugiés à Accra ou au Ghana en général? Est-ce que vous avez quelques chiffres? Le nombre de réfugiés, oui, bien sûr. On a à peu près. Oui, à peu près dans les camps, il y a 10 000. Dans les 3 camps. Parce qu'il y a 3 camps ici. Dans les 3 camps, il y a environ 10 000. Mais en dehors de ceux qui sont dans les camps, il y a ceux qu'on appelle les réfugiés urbains. Donc, ils sont à Accra, ils sont à Koumassi, ils sont à Takoradi, à Kekot, en fait, éparpillés autour du Ghana. Ces réfugiés urbains, il faut les compter autour de 5 000 personnes. Donc, au Ghana, il faut dire qu'on a environ 15 000 Ivoiriens qui sont encore ici. Voilà. Donc 10 000 dans les camps, et puis les autres, ils sont dispersés à travers les différents pays. Il y en a même, j'ai été un jour surpris même de voir un Ivoirien, il m'a dit qu'il est à Tamale. C'est-à-dire c'est au nord du Ghana. J'étais surpris. C'est là-bas je suis réfugié. Vous voyez? Donc ça veut dire que même il y a des gens qui sont réfugiés et puis on ne sait pas. Il y en a qui ne sont même pas enregistrés. Oui, il y en a même qui ne sont pas enregistrés. Voilà. Il y en a qui sont pas enregistrés. Donc vraiment, il y a ça. Et ça, c'est le Ghana. Mais il faut savoir que les réfugiés ivoiriens, ils sont essaimés dans beaucoup de pays. En dehors du Ghana. Ils sont au Togo. Au Togo, là, il y a un camp. Il y a le camp d'Abbé Pozo dans la banlieue de Lomé. Il y a environ 1500 personnes dans ce camp. Mais il y a aussi, comme ici, il y a aussi des réfugiés urbains. Il y a le Bénin. Là, il n'y a pas de camp de réfugiés. Donc les réfugiés, ils sont tous, ils sont en ville. Beaucoup sont à Porto Novo. Mais ils sont là. Il y en a au Cameroun. Il y en a en Guinée équatoriale. Mais ce que les gens ignorent au plus encore, c'est qu'en Afrique du Nord, ils sont très nombreux. Les réfugiés. Au Maroc. Mais au Maroc, il y a une très grande communauté de réfugiés ivoiriens. Au Maroc. En Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Libye. En Libye, là, malgré l'état dans lequel le pays, il y a des réfugiés ivoiriens là-bas. Vous voyez? Et un des faits marquants, c'est que j'ai vu passer un rapport récent sur les migrants qui traversent la Méditerranée. Et le rapport donne la nationalité de ces différents migrants-là. Sur la période 2011-2014. Il y a encore 5 000 Ivoiriens. C'est-à-dire ceux qui ont traversé 5 000 Ivoiriens. Sans compter ceux qui sont morts à la mondiale. Et tout ça, c'est des réfugiés. C'est pour vous dire que le malaise, il est grave et il est grand. Là, vous atteignez les centaines de milliers de réfugiés. Ah oui, et ça je vous ai dit. Mais La Voix de l'Église. Votre émission préférée, online, La Voix de l'Église, présentée par Ivaï.